Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La vie, la mort, la vie, c'est le titre de l'ouvrage qu'Éric Orsena consacre à Louis Pasteur. Franck Ferrand le reçoit cet après-midi au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux qu'Éric Orsena soit des nôtres en ce jour de prix Goncourt. Son propre prix Goncourt, c'était pour l'exposition coloniale. Ça nous ramène quelques années en arrière. Bonjour Éric Orsena. Oui, c'était la fin du XVIIIe siècle. Eh oui. Imaginez, c'est normal, nous sommes au cœur de l'histoire. N'est-ce pas? Oui, voilà, nous voyageons. Imaginez, il y a 27 ans. Nous voyageons dans les siècles et les décennies. Et c'est un très beau livre, Mathias Sénard, parce que je le suis depuis longtemps, cet écrivain, et j'adore ce titre, Boussole. C'est un très beau livre, un grand éditeur, Actes Sud, et donc franchement, moi, j'étais absolument joyeux. Nous le saluons bien bas. Alors, vous vous êtes emparé, vous, d'un grand personnage, statufié de son vivant, pour lui redonner chair et souffle. Dans un instant, à titre de préambule, je vais revenir sur la jeunesse de celui qui fait un peu figure de père français des sciences. Je parle de Pasteur, évidemment. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Claire sur l'origine de l'expression « la croix et la bannière ». La croix et la bannière, tout le contraire de notre émission d'aujourd'hui. C'est une des pages les plus glorieuses de la Troisième République. Nous sommes en décembre 1892 et l'on célèbre le jubilé dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne de Louis Pasteur. Il n'est pas très âgé, Louis Pasteur, il vient de fêter ses 70 ans. Néanmoins, il est très fatigué, il est malade. Il va entrer au bras du président de la République, s'il vous plaît, au bras de Sadi Carnot. Il faut imaginer dans l'hémicycle, alignés là, tous debout, bien entendu. C'est une standing ovation. Tout le monde acclame Pasteur. Les savants viennent de Suède, de Turquie, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche-Hongrie ou même, bien sûr, de Belgique. C'est une consécration ultime pour ce Louis Pasteur qui, ne l'oublions pas, au départ ne vient pas, ou en tout cas pas directement, du milieu scientifique. Il est d'ailleurs lui-même issu d'un milieu tout à fait populaire. Il était né bien longtemps avant. Je vous ai dit qu'il avait environ 70 ans, oui c'est ça, en décembre. Il vient d'avoir 70 ans en décembre 92. Il était né le 27 décembre 1822. À Dole, dans le Jura. Son père Jean-Joseph Pasteur, a été l'un des soldats de la Grande Armée. Il a parcouru les routes aux Basques de Napoléon. Il a fait la terrible guerre d'Espagne à l'époque. Il a été promu sergent-major. Il a reçu la Légion d'honneur. Ce père, c'est un homme austère. C'est un homme grave qui inculque à son fils très tôt un certain nombre de valeurs et notamment le goût de l'effort. Il faut vous dire qu'après les 100 jours, lorsqu'il a vu que l'aventure napoléonienne était bel et bien terminée, Jean-Joseph Pasteur a ouvert à Dole une tannerie. Sa famille a toujours travaillé le cuir, donc il a repris la tannerie en quelque sorte. Et puis après Dole, la famille Pasteur est partie pour un petit village qui s'appelle Marnoz, et pour Arbois, bien entendu, Louis Pasteur va passer toute son enfance dans cette campagne tellement paisible, tellement riche du Jura, dans un environnement familial ni modeste ni aisé, mais un environnement assez rude. Il faut imaginer le petit Louis trottinant derrière son père et suivant, fasciné, ses manipulations, raconte Éric Orsena. Outre une admiration éperdue pour le tanneur, il en retirera la leçon que, même après la mort, les matières continuent de se métamorphoser, d'échanger entre elles et donc de vivre. Mais l'honnêteté oblige à dire que cette activité pue. Pire, certaines pratiques, pour le moins désinvoltes, peuvent dégoûter les âmes sensibles. Sur le bord du canal, juste en amont de la maison des Pasteurs, se tenait la boucherie principale de Dole, celle-là même où les tanneurs se fournissaient en pot. Le propriétaire des lieux ne s'embarrassait pas de scrupules, c'est dans l'eau, faisant confiance au courant, qu'il jetait les viscères des animaux morts. Vous voyez que cette mort, en quelque sorte, cette idée de putréfaction, elle va animer d'une certaine manière le tout jeune Louis Pasteur, qui est un élève médiocre, il faut bien le dire. Il est même recalé à sa première tentative de décrocher le baccalauréat et sciences mathématiques, c'est comme ça qu'on disait à l'époque.
lui a une passion qui est le dessin, plus exactement c'est le pastel. Il va d'ailleurs faire de beaux portraits. Son premier modèle, comme souvent chez les artistes en herbe, son premier modèle est sa mère. À 18 ans, il est nommé maître d'études au Collège Royal de Besançon. À 20, cette fois, ça y est, il est reçu au baccalauréat et sciences, avec quand même une assez mauvaise note en chimie. Ça ne s'invente pas. Il est ensuite, ça donne du courage à ceux qui, voilà. Et moi, je le dis, moi j'ai une très mauvaise note en chimie aussi, mais je n'ai pas fait la carrière de pasteur. Et en histoire, est-ce que vous avez une bonne note? Chose. Alors, ensuite, il est admissible à l'école normale supérieure, mais son rang est jugé assez médiocre, encore une fois, puisqu'il est 15e sur 22. Trop médiocre en tout cas pour obtenir une bourse, et il doit abandonner. Finalement, à la fin de l'été 1843, vous voyez qu'on est en plein dans la monarchie de Juillet, vous imaginez ce jeune jurassien dans la monarchie de Juillet, vous voyez un peu l'ambiance, le climat de tout ça. Il est reçu à l'école normale supérieure et va faire preuve d'une très grande curiosité. Tous ces dimanches après-midi, il les passe au sein d'un laboratoire de la Sorbonne où il se tient au courant de toutes les avancées scientifiques. Il est toujours au courant de ce qui se fait autour. Pasteur, ça va d'ailleurs être sans doute un des traits marquants de sa personnalité. Il passe l'agrégation de physique, il devient préparateur conservateur des collections de chimie de l'école normale, et puis il finira par devenir professeur suppléant de chimie à la faculté des sciences de Strasbourg. C'est à Strasbourg qu'il rencontre la fille du recteur, ça ne s'invente pas, Marie Laurent. Il l'épouse, enfin, je devrais être plus précis et vous dire, il finira par l'épouser et le couple aura 5 enfants. Pasteur se concentre à l'époque sur l'étude des cristaux, des minéraux naturels durs et transparents. Il en distingue 2. Le cristal de tartrate, qui est le plus abondant des acides présents dans le raisin et qui donne au vin son acidité, et puis le cristal de paratartrate. Ne me demandez pas exactement en quoi consistent les analyses de Pasteur à cette époque, mais je puis vous dire, et je m'autorise à de très bonnes sources, que ces analyses-là sont révolutionnaires. En 1854, le voilà professeur doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille. C'est une faculté qui a été créée par Napoléon III. Lille est en plein essor économique, grâce notamment à ses mines de charbon et à ses mines de fer d'ailleurs. Et Pasteur, avec ses élèves, va aller chercher son objet de travail dans les usines, pour lui. Et c'est la grande idée de Pasteur, ça. Pour lui, la science doit toujours se mettre au service d'un progrès humain en général, et plus particulièrement progrès industriel. Et oui, il y a quelque chose d'utilitariste chez cet homme-là. Rassurez-vous, il va essayer de mettre son incroyable énergie et l'intelligence qui anime l'ensemble, de mettre tout cela au service du bien. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Louis Pasteur, et avec vous, Franck, nous retraçons les études de celui qui deviendra l'un des plus grands savants du monde. Avec moi, et évidemment dans les pas d'Éric Orsena, et un peu comme Éric Orsena, j'essaie de vous faire toucher du doigt qui était l'homme Pasteur, le bonhomme, vraiment. Il faut l'imaginer dirigeant de véritables caravanes scolaires dans les usines, les fabriques, les fonderies de cette région du Nord. Les étudiants sont passionnés, bien entendu, et les industriels ont compris qu'on peut parler à cet homme-là. Ils viennent lui demander conseil. Je pense aux betteraviers notamment, qui ne comprennent pas pourquoi l'alcool sorti de leur distillerie sent tellement mauvais, ce qui décourage évidemment la clientèle. Alors, Pasteur se dit qu'il y a là sans doute quelque chose à creuser, et il s'intéresse à la fermentation. Il va distinguer d'un côté les levures des champignons minuscules qui transforment le sucre de betterave en alcool, le vin en vinaigre, l'orge en bière, etc. Et de l'autre, les bactéries qui sont à l'origine de certains phénomènes, notamment qui font tourner le lait. Après 3 ans à Lille, Pasteur est néanmoins de retour à Paris, à l'École normale supérieure, dont il est maintenant administrateur, directeur des études scientifiques. Il n'a que 34 ans. À 34 ans, il est en train de s'imposer dans ce monde des sciences, mais il a compris qu'il lui faut d'abord posséder son propre laboratoire, un laboratoire qui lui permette de mener des travaux
à une échelle convenable. C'est pour lui la clé de voûte d'un travail scientifique. Il dit d'ailleurs, sans laboratoire, les savants sont des soldats sans armes. Pasteur va donc demander au ministre de l'Instruction publique de pouvoir disposer d'un des greniers inoccupés de l'école pour y installer, dans un premier temps, un petit laboratoire. C'est ce grenier qui va devenir son quartier général. Et il faut entendre le célèbre chirurgien Henri Mondor, qui s'est fait jadis le biographe de Pasteur, raconter cela. C'est de ce local exigu, écrit-il, de ce local inconfortable, indigent, mais vite rayonnant, qu'à une allure déconcertante allait sortir des notions scientifiques nouvelles, œuvre d'un puissant esprit et susceptible de faire désormais envisager par tous les humains un destin moins contrarié. On n'est pas très loin de la géographie quand même. Aux heures les plus muettes de la nuit, il arrivait assez souvent que le sommeil de l'école se trouvât troublé par la hâte d'un pas à la fois pesant et pressé. On ne s'y trompait pas. C'était celui du travailleur infatigable que le souci d'une expérience tenait éveillé. La lampe ou la bougie à la main, il allait dans son laboratoire se contrôler une fois de plus, se rectifier, renoncer sans faiblesse à une hypothèse trompeuse. Oui, bon, voilà ce que Mondor nous dit d'un Pasteur évidemment statufié. Là, on est à une époque, il ne faut pas oublier que dans la première moitié, on va même dire presque jusqu'au deuxième tiers du XXe siècle, Pasteur était devenu une sorte de dieu vivant, de dieu laïque, enfin pas vivant, de dieu laïque en quelque sorte. Alors, que fait réellement Pasteur dans ce petit laboratoire ? Eh bien, il travaille sur les fermentations, avec bien sûr des résultats, des découvertes qui font grincer des dents dans la communauté scientifique. Les partisans de la génération spontanée pensent encore à cette époque, au temps de Pasteur, que les êtres vivants, qu'on parle des mouches, des souris, etc., sont nés spontanément d'organismes en décomposition. Pour eux, les maladies se développent à l'intérieur du corps sans intervention d'éléments extérieurs. Évidemment, nous, ça nous paraît un peu étrange tout ça, puisqu'on est totalement habitué au raisonnement pasteurien. Mais à l'époque, c'est ce que pense une majorité des confrères de notre Louis Pasteur. Une guerre va naître entre la génération spontanée et Pasteur, si je puis dire. Une lutte qui va durer des années dans les laboratoires, jusque dans les lieux de travaux, hein, dans les caves sur le sommet des montagnes, partout sur les glaciers, là où il y a le moins de germes, évidemment, à cause du froid. Finalement, cette guerre, c'est Pasteur qui va la remporter à l'issue d'une démonstration publique qui a laissé un grand souvenir dans l'amphithéâtre principal de la Sorbonne en 1864. Et là, Pasteur va prouver que l'air contient des germes. Au contact du liquide, ces germes trouvent un terrain idéal pour se développer. S'ils ne sont pas au contact du liquide, le liquide reste intact. Ils ne naissent donc pas à l'intérieur du liquide, ils viennent de l'extérieur. Il n'y a pas de génération spontanée, il y a apport extérieur. À la demande de l'empereur en personne, à la demande de Napoléon III en 1863, Pasteur avait étudié la conservation et les maladies des vins. On est tout à fait dans l'idée à l'époque du développement, notamment de ce qui va devenir la culture viticole à très très grande échelle. Et comme à son habitude, Pasteur a passé des jours et des jours à son microscope pour essayer de comprendre la raison du mauvais goût de ce vin qui peut devenir aigre. Pauvre vin, écrit Éric Orsena, en l'accusant trop vite, on a failli commettre une grave erreur judiciaire. Les coupables de tous ces dérèglements ne tardent pas à être démasqués, des filaments. Autrement dit, des champignons minuscules, toujours les mêmes représentants de ce peuple de tout petits, dont la nuisance se révèle décidément sans limite. Alors, à cette nuisance-là, Pasteur ne tardera pas à trouver une solution. Pour tuer les filaments, il décide de chauffer pendant quelques minutes le vin, de chauffer pas mal, hein, entre 50 et 60 degrés, en l'absence d'air. Vous me suivez, évidemment, on est en train d'assister à la découverte de la pasteurisation. Louis Pasteur est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et Éric Orsena. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Alors qu'Éric Orsena consacre son dernier livre à Louis Pasteur, vous avez décidé de nous raconter la jeunesse de cet homme. Pasteur vient donc de mettre au point, Franck Ferrand, la pasteurisation.
Ah, mais il ne vous a pas attendu, figurez-vous que pendant ce temps, Anissa, il est descendu dans le Midi, il est allé à Alès, qui est un peu le foyer de l'épidémie qui touchait les élevages de vers à soie, et là encore, il a fait merveille. On peut dire que grâce aux recherches très pratiques de Louis Pasteur, les industries alimentaires du lait, du vin, de la bière, mais aussi les fabriques de vers à soie sont sauvées de la faillite. Pasteur augmente aussi la productivité d'industries qui sont en train de s'épanouir en ce Second Empire, il ne faut pas l'oublier. Il devient en quelque sorte l'emblème du développement industriel. Je me permets quand même de vous rappeler que Pasteur est un biologiste. Ça ne va pas l'empêcher de faire avancer peu à peu la médecine. Et notamment, c'est lui qui recommande le lavage des mains et l'aseptisation des instruments chirurgicaux. On va lui donner pour ça toutes sortes de prix. 3 grands prix de l'Académie des sciences, le grand prix de l'Exposition universelle de Paris en 1867. Voilà un homme qui est très reconnu de son vivant. Il va d'ailleurs être reconnu par l'empereur et l'impératrice en personne. L'impératrice Eugénie invite Pasteur en novembre-décembre 65 à l'une des célèbres séries du château de Compiègne. Vous savez, les séries, c'était des semaines où l'on était dans l'intimité du couple impérial et où on se trouvait avec toutes sortes de personnalités très intéressantes, des aristocrates, des politiques, des scientifiques, beaucoup d'artistes et de littérateurs, bien entendu. Eh bien, Pasteur va faire partie de ces séries. Et en 1868, lorsqu'il fait ce que nous appelons aujourd'hui un accident vasculaire cérébral, vous savez, un AVC, on dit aujourd'hui, qui le laisse à demi paralysé, il reçoit un courrier personnel de la main de Napoléon III. D'ailleurs, Louis Pasteur est très lié au régime, et lorsque le Second Empire vient à s'effondrer en 1870, il pense sincèrement que sa carrière est finie. Il dira « Je suis brisé par la douleur » lorsqu'il apprend l'abdication de Napoléon III. Toutes mes illusions se sont évanouies, dira Pasteur, dans un moment tout à fait temporaire de désespoir. La seule ombre au tableau de cette période très riche, c'est, disons-le quand même, l'autoritarisme d'un homme qui ne partage nullement son pouvoir à la tête de l'école normale supérieure. Par exemple, des livres qui sont jugés inutiles sont retirés de la bibliothèque. Quand je dis inutiles, c'est quand même pour certains des ouvrages de Voltaire, de Balzac, de Michelet, qui sont considérés comme mauvais chrétiens, n'est-ce pas? Ce ne sont pas de bons auteurs, puisque ce ne sont pas de bons chrétiens. Ça fait une véritable polémique, ça, bien sûr, et Pasteur va finir par être renvoyé. Il ne faut pas oublier qu'il va faire partie de ces nombreuses victimes de la chute du Second Empire. Alors, c'est une victime temporaire. Imaginez à la fin des années 1870 un Pasteur épuisé par toutes ces années de recherche et par toutes ces difficultés politiques aussi, disons-le, par les combats qu'il a menés dans tous les domaines, le besoin d'argent pour mener ses recherches et les nombreux déplacements qu'il est amené à faire sont sans doute aussi, ce besoin est sans doute pour beaucoup dans sa fatigue. Il n'y a que l'été, somme toute, que Pasteur se repose vraiment. Là, il part pour son Jura natal et il s'installe 2 mois à Arbois. Là, il renoue avec tout ce qui, finalement, fait sa force et lui donne son énergie. Louis Pasteur va reprendre ses travaux scientifiques avec une équipe étoffée. Il s'intéresse désormais à toutes sortes d'expériences qui ont été menées en Angleterre, en Allemagne, etc. Il se penche à titre personnel sur l'affaire du choléra des poules. L'expérience menée est inédite. Alors, il va injecter à des poules des cultures vieillies. Alors, c'est tout un travail. Vous voyez, on s'achemine là vers tous les travaux sur la vaccination, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que les poules qui ont été inoculées par les cultures vieillies ne meurent pas, et que celles qui ont été, en revanche, infectées par les cultures les plus virulentes, bien entendu, meurent. Donc, pour Pasteur, ça, c'est une découverte. Il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il s'attaque ensuite à la maladie du charbon, le fameux anthrax qui décime les élevages français. Là encore, il va faire des expériences très intéressantes à côté de Melun, à la ferme de Pouilly-le-Fort. Je n'entre pas dans tout le détail de ces travaux. Ce qui est certain, c'est que les résultats sont incontestables. Pour Pasteur, c'est un nouveau triomphe. Il devient, disons-le, le héros des chambres d'agriculture, l'idole des campagnes françaises. Voici ce qu'on peut lire à l'époque dans la revue scientifique. Un journaliste n'a pas peur d'écrire les phrases suivantes.
Pouilly-le-Fort, aussi célèbre aujourd'hui que tous les grands champs de bataille, où Monsieur Pasteur, nouvel Apollon, n'a pas craint de lancer les oracles plus certains du succès que ne pouvait l'être le dieu de la poésie. On en a un peu rabattu sur Pasteur, il faut le dire, Éric Orsena, mais enfin quand on vous lit, on comprend qu'il a encore quand même de nombreux adeptes. Celui qui a mis au point le vaccin contre la rage est à l'honneur cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Éric Orsena de l'Académie française, écrivain et auteur de La vie, la mort, la vie, Louis Pasteur 1822-1895, paru chez Fayard. Alors justement, Éric Orsena, il faut dire que vous occupez à l'Académie française le fauteuil numéro 17. Pourquoi est-ce que je donne cette précision? Vous allez nous le dire vous-même. Oui, parce qu'il se trouve que je suis économiste, juriste, ancien magistrat, donc absolument ignorant dans les matières de la biologie. Et mon voisin dans notre salle de travail à l'Académie française était François Jacob. Et il disait, tu occupes le fauteuil de Pasteur, le numéro 17. Voilà. Tu occupes ce fauteuil. Et tu n'es absolument pas légitime pour l'occuper, puisque tu es nul en biologie. Alors évidemment... C'est aussi le fauteuil de Littré, quand même. Oui, c'est Littré, mais je suis aussi nul à ce niveau quand même de savoir. Donc il me disait, François Jacob, donc le prix Nobel de médecine, il me disait, évidemment, tu n'as pas les capacités pour faire de la recherche, tu n'as pas la capacité pour aller plonger dans les mécanismes de la vie. Enfin, peut-être pourrais-tu faire une biographie, ça te donnerait l'occasion d'apprendre quelques petites choses de ton illustrissime prédécesseur. C'est pour ça que je suis plongé dans cette aventure et c'est pour ça que ce livre, bien sûr, est dédié à François Jacob qui nous a quittés et que je regrette infiniment. Imaginez d'avoir tous les jeudis comme compagnon de classe François Jacob. C'est fascinant. Donc ça, c'est le secret de l'Académie, c'est merveilleux. Luxe. Alors, il faut dire qu'il était donc entré en 1881 sous la coupole. Sa réception est le 27 avril 82. Et alors, ce jour-là, Louis Pasteur va un peu choquer l'auditoire quand même, il faut le dire. Il choque l'auditoire parce que son prédécesseur à qui il est d'usage de rendre hommage, c'est Émile Littré. Émile Littré qui a vraiment a écrit ce formidable dictionnaire avec toutes ces expressions formidables. Il trouvait des exemples dans le monde entier, par exemple, et dans toutes les expériences que vous pouvez imaginer, tous ceux qui parlaient le français. Je me souviens d'une expérience à Violet, vous regardez un exemple, il disait voir les anges violets, : pour une femme avoir du plaisir. C'est ça Littré. Donc Littré est immense monument. Et Pasteur dit Littré, bon d'accord, il a travaillé, d'accord, il connaît un petit peu la langue. Dans son discours de réception, son prédécesseur, à qui il est censé rendre hommage. Il dit, bon, bien sûr, il sait des trucs. Mais enfin, il ne s'est pas rendu compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, c'est Dieu. Et il ne s'est pas rendu compte que ce qui est important dans la vie, c'est la société. Donc c'est un positiviste. Donc cet homme, je n'ai pas de respect franc pour lui, à une seule exception, c'est qu'il faisait travailler toute sa famille. Et comme Pasteur faisait travailler toute sa famille, il n'y a rien de bon chez Littré, sauf cette capacité à faire travailler sa famille. Et là-dessus intervient celui qui est le directeur de la séance, qui donc reçoit Pasteur, et c'est Renan, Ernest Renan, qui est un peu oublié aujourd'hui. Ernest Renan, immense savant, qui est dans l'ordre des sciences humaines, la même chose que Pasteur dans les sciences de la vie. Prenez l'exemple... Ils sont presque des alter-ego, c'est fascinant. C'est pareil parce qu'il prend le personnage de Jésus et au lieu d'avoir un discours religieux sur Jésus, il applique toute la critique historique en disant « Qui c'est ce personnage de Jésus ?» Et il a cette phrase qui nous paraît assez élogieuse. Il dit « Jésus, cet homme admirable ». Ce qui, à l'instant, déclenche des émeutes partout dans ma Bretagne Nord. On dit comment, mais c'est pas un homme, fut-il admirable. C'est évidemment le Fils de Dieu. Il y a des émeutes, il y a des morts d'hommes, et il dit ça. Et c'est Renan qui reçoit Pasteur. C'est dire à quel point l'aventure de la pensée à l'époque était extraordinaire, magnifique. À l'immense. Et alors, donc Renan fait le discours, lui, de réponse. Il fait le discours de réponse.
et d'accueil de Pasteur. Et c'est une formidable volée de bois vert. On est face à la statue déjà existante. En 80, vous imaginez, il n'a pas encore découvert le vaccin contre la rage, mais tout le reste, il a découvert. Et il lui dit cette phrase formidable pour conclure, en dernière gifle. Il lui dit, écoutez, Monsieur Pasteur, vous nous apprendrez vos certitudes, nous vous apprendrons le doute et permettez-moi l'esprit de finesse. Il le tacle. Et c'est vrai que si l'on reprend cette dualité pascalienne, on peut dire quand même que chez Pasteur, l'esprit de géométrie se manifeste plus que l'esprit de finesse. Ça n'était pas notamment un bon administrateur, il faut le dire. Un très mauvais administrateur, parce qu'il avait des visions très claires. Par exemple, à la cantine de l'école normale supérieure, on donnait des plats souvent qui n'étaient pas bons. Et alors, les étudiants, surtout les étudiants littéraires, un peu plus sensuels et un peu plus rebelles, disaient non, nous ne mangerons pas de ce plat. Et alors, Pasteur, le patron, dit chaque jour de la semaine, vous serez obligé de prendre. Oui, ce genre de truc. Il est plutôt rigide. Et c'est pas du tout quelqu'un qui est amusant. Alors, j'ai essayé de me demander pourquoi il ne riait jamais. Et la conclusion que j'ai trouvée, parce que le rire est contagieux. Et toute contagion chez Pasteur doit être proscrite. Imaginez, il était très froid parce qu'il savait. L'homme de l'hygiène. Oui, il savait toutes les petites bêtes qu'il y a voilà, le long des doigts, au creux de la paume. Il savait ça. Donc, il ne serrait jamais la main. Donc, le contact était. Voilà. Et quand tu as roulé une pelle, jamais. Vous en êtes sûr de ça? Et j'ai mené une enquête extrêmement précise parce que ces questions d'embrassade me passionnent. Et oui, bien figurez-vous. Et finalement, vous êtes arrivé à cette conclusion terrible. Conclusion que plutôt contact lointain. Enfin, il a quand même eu 5 enfants. Oui, néanmoins. Bon, il a bien fallu qu'il les fasse, ces 5-là. Alors, quand on se promène dans l'appartement de Pasteur à l'Institut Pasteur, on a l'impression qu'il est encore là. Et c'est la même sensation qu'on a quand on vous lit, Éric Orsena. Vous avez voulu faire un livre très proche de l'homme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on passe à côté des grandes expériences, des travaux, etc. Mais c'est vraiment lui qui est là, qui est présent, lui et son entourage. Car on oublie peut-être parfois de souligner cet entourage et son importance. Vous l'avez très bien raconté, c'est l'histoire de sa famille, c'est l'histoire de son père pour qui il avait une vénération. Et il y a un épisode qui, moi, m'a toujours bouleversé dans la vie de Pasteur. C'est une première tentative de son père pour l'envoyer à Paris parce qu'il dit qu'à Besançon, le niveau est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il attend pour son fils. Donc, il installe son fils à Paris, il est pensionnaire dans un petit collège, et puis c'est la déprime du fils de Louis Pasteur, c'est sa déprime. Il reste 2 mois et vraiment, il est très très malheureux. Et il voit arriver quelqu'un qui, sans rien dire, lui ouvre les bras. C'est son père. Et reviennent ensemble. Et alors la conclusion, vous savez, c'est ça, ce qui est intéressant dans les biographies, quand on n'est pas savant, quand on ne peut pas faire 800 pages d'heure par heure, mais vous savez dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai essayé de résumer en une phrase en disant, au fond, son père aimait plus son fils que l'ambition qu'il avait pour lui. Et ça, c'est le cœur de la force de Pasteur. Et c'est vraiment, si on me dit, qu'est-ce qu'un bon père, une bonne mère, c'est aimer plus la personne que l'ambition qu'on a pour son fils et sa fille. Et franchement, j'ai peu d'exemples où l'amour, on peut avoir des tas de parents indifférents, mais quand vous aimez, il faut aimer plus la personne que le rêve qu'on a, souvent des accomplissements manqués de sa personne à soi-même. Donc j'essaye de trouver ces moments, comme j'essaye d'imaginer ce que c'est, ce personnage qui est froid, qui se réfugie dans sa famille, dans le connu, et brutalement la mort le frappe. Il a quand même 5 enfants, il a 3 petites filles qui vont mourir, et pas comme ça, juste à la naissance. À 2 ans, à 9 ans, à 12 ans, il leur tient la main, elles s'en vont. Elles s'en vont de quoi? Elles meurent de quoi? De maladie. Donc j'imagine ce chercheur en pleine guerre, qui a encore une autre raison de travailler encore et encore plus pour faire reculer la maladie. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous recevez Éric Orsena de l'Académie française, écrivain et auteur de La vie, la mort, la vie, Louis Pasteur, 1822-1895, paru chez Fayard. Vous l'avez compris, cet après-midi, on parle de celui qui a mis au point le vaccin contre la rage. Oui, et ce vaccin contre la rage était destiné à sauver des êtres humains, bien entendu, mais il ne faut pas oublier pour autant tous les animaux qu'a sauvé Pasteur. Et Éric Orsena l'écrit, si le Créateur, dit-il, avait jugé bon de les doter d'un langage compréhensible par nous,
quelle émotion nous saisirait si des foules de poules célébraient le savant d'Arbois pour les avoir délivrés de la malédiction du choléra, si des armées de moutons, de vaches et de chevaux bêlaient, meuglaient, hennissaient leur gratitude d'échapper enfin grâce au vaccin à l'horreur du charbon, si un concert grognant de porcs disait leur satisfaction de n'avoir plus à craindre la terrible maladie du rouget. Ah, vous êtes très inspiré quand vous parlez de Pasteur, évidemment. Mais j'aime bien raconter cette histoire incroyable parce que Pasteur, il est d'abord vétérinaire quand même. Oui, c'est ça. D'abord, il s'occupe des champignons, donc pour la fermentation, ce que vous avez très bien raconté. Il s'occupe des petites bactéries, mais il s'occupe des animaux. Donc avant d'être médecin, il n'est pas médecin d'ailleurs. C'est ça, il n'est jamais médecin. Jamais. Quand il va faire ses fameuses expériences de vaccination, etc., il est obligé de s'entourer de médecins, y compris eux qui font les inoculations, parce que lui, il n'est pas médecin. Et alors, les médecins, avec la morgue, bon, c'est plus comme ça aujourd'hui. On sait très bien que les médecins sont gentils, humbles et tout, etc. Mais à l'époque, ils étaient pleins de morgue et ils l'appelaient le chimiatre. Le chimiatre, mais comment cet homme qui s'occupe des animaux, ça va encore, mais qui passe à l'humain, c'est impossible. Et d'ailleurs, dans son équipe, au moment où arrive le petit Joseph Meister, donc qui a été mordu par les chiens, il dit c'est le moment, voilà, on a mis au point un système à partir de la moelle de lapin contaminé, dont on a diminué la virulence en le desséchant, c'est le moment. Et ses principaux collaborateurs, dont des médecins, disent non, on ne sait pas encore. C'est pas possible, on n'est pas prêt. Et lui, c'est le patron, il dit on y va. Dans l'angoisse, évidemment. Donc on pique le jeune Joseph Meister, qui est un jeune adolescent. Qui a été mordu par un chien enragé, évidemment enragé. Et donc on lui fait une inoculation, une piqûre chaque jour, avec un morceau de moelle de lapin de plus en plus fortement contaminé. Avec tous les risques que ça peut supposer. Avec tous les risques. Donc au début, le petit, ce qu'on lui inocule n'est pas très violent. Le lendemain encore plus, etc., etc. Et donc, on imagine l'angoisse. Et alors, ce qui est formidable, des choses formidables dans Pasteur, c'est qu'il a des carnets d'enquête. Et que jour après jour, durant toute sa vie, et sont tout à fait disponibles, ça a été publié, on peut les voir sur Internet aussi, et donc, jour après jour, il note, tel jour, j'ai fait une piqûre à ce jeune Joseph Meister, il a l'air de bien aller. Le lendemain, plus violent, il a l'air de toujours bien aller. Il joue avec les animaux, puisqu'il est venu de son Alsace à Paris, où on le traite dans le laboratoire. Donc il joue dans la cour, il dit ça a l'air de bien aller, il n'a pas l'air d'avoir ça, il a pas mal, et puis on augmente, jusqu'à 14 piqûres. Et à la fin, et alors là il y a un truc inouï qui se passe, Pasteur s'en va. Il s'en va en vacances. Ça me paraît complètement fou cette histoire. Les premières vacances de sa vie. Et alors, il s'en va en vacances, il prend évidemment des nouvelles, d'autant plus que, ça c'est très touchant, c'est ce personnage qui était froid et qu'on dit froid, il avait écrit pour Joseph Meister des enveloppes à son nom. Et alors, on a les lettres du petit Joseph Meister qui, quand il est rentré chez lui, avec des fautes d'orthographe inouïes, dit à Pasteur, mais tout va bien. Et on attend, et non seulement le petit Joseph Meister n'est pas atteint par la rage, mais il n'est pas non plus atteint par le vaccin qui le soignait de la rage. Et Pasteur continue à attendre, et enfin, mi-octobre, alors que c'est début juillet, mi-octobre, après un été d'angoisse, on imagine, il y a la grande communication à l'Académie des sciences, où là, il dit, il y a eu, maintenant, j'ai trouvé une manière de soigner la rage. La rage qui ne tuait pas autant de gens que d'autres maladies, comme la peste, bien sûr, mais qui était dans l'angoisse des gens le plus terrible, parce qu'on devient fou, parce que des souffrances inouïes, on devient complètement fou et tout ça. Donc c'était une sorte de victoire à la fois contre l'inconnu, contre le mal absolu, contre la folie. Enfin, il y avait tout ce concentré de terreur des peuples. Et je l'ai entendu dire par un certain nombre de vos devanciers, Eric Orsena, y compris de ceux qui étaient par ailleurs favorables à Pasteur, qui avait quand même chez lui un sens de la publicité. Énorme. Et que s'il s'était concentré sur la rage, c'est précisément parce que c'était très frappant. Non, mais il est vraiment en même temps quelqu'un qui, vous l'avez très bien dit, qui en même temps ne reste pas dans son cabinet, ne reste pas dans son laboratoire, n'est pas uniquement dans la recherche fondamentale. Quand il arrive à Lille à 30 ans, il va immédiatement voir les industriels pour essayer de régler leurs problèmes et en même temps pour avoir des fonds,
pour agrandir son laboratoire. Donc il est très moderne là-dessus, et c'est comme ça qu'il y aura l'Institut. C'est-à-dire, s'il n'est pas connu, il ne peut pas créer l'Institut. Et donc, comme il est déjà connu dans le monde entier, quand il s'aperçoit que non plus un petit Joseph Meister, et puis l'après, et puis d'autres qui arrivent, 1, puis 10, puis 20, puis 100, du monde entier qui viennent. Il y en a qui prennent le bateau des États-Unis, du cœur de la Russie, il y en a qui viennent pour se faire soigner. On ne peut pas soigner tout le monde. Ça a été un afflux incroyable. Un afflux énorme. Oui. Donc, il a besoin non plus d'un laboratoire, mais d'un centre de soins. D'où l'Institut. Donc l'Institut. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. La vie, puisqu'il va plonger dans les secrets de la vie avec la fermentation, la mort parce que la mort le frappe, les AVC, et puis la mort de ses 3 petites filles, et la vie parce qu'il relance. Et il crée l'Institut Pasteur, qui aujourd'hui encore... Il montre ce qu'il y a de vital dans la mort, d'ailleurs. C'est tout à fait nouveau. C'est le cycle. Oui. Parce qu'on a une vision, nous-mêmes, que la mort arrête la vie. Non, s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. Tout ça, une sorte... L'image qu'on doit avoir dans la tête, c'est pas du tout une image de la ligne. C'est le cercle. C'est les saisons. C'est les saisons. S'il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de printemps, donc il n'y a pas d'été. Et l'automne n'a rien de nostalgique, puisque s'il n'y a pas d'automne, il n'y aura pas le printemps d'après. Et donc c'est énorme ce que c'est comme changement de conception de ce que c'est que la vie. Août va vers sa fin, dites-vous, à propos des dernières expériences, celle de Villeneuve-l'Étang dans le parc de Saint-Cloud en 1895. Les orages de l'été s'éloignent. Marie et Marie-Louise, la mère et la fille, se relaient à son chevet pour lui lire des biographies. Ils ne lâchent pas leurs mains. Avant, ils s'intéressaient aux généraux, aux épopées de la gloire, aux leçons des grands hommes. Désormais, il réclame des parcours plus discrets, aux vertus moins apparentes et d'abord tournées vers autrui. On dit qu'il a fini sa vie dans la lumière de Saint-Vincent de Paul. Le 27 septembre, il ferme les yeux. Je ne peux plus. Il meurt le lendemain. Et sa dépouille va être installée, si je puis dire, dans un véritable mausolée, car il y a un mausolée de Pasteur à l'Institut. L'Institut Pasteur, qui ressemble un peu au tombeau de Napoléon. Hein, et ça, c'est sa famille, parce que lui, il était dans une sorte d'adieu à la vie, épuisé par tous ses travaux, cette tension invraisemblable et ces 2 AVC successifs et tout ce qui l'avait vraiment frappé. Donc, sa pensée, c'était de rejoindre toute sa famille dans ce cimetière magnifique à Arbois, qui est vraiment une petite ville d'un charme inouï, entourée de vignobles, avec la couleur jaune des bâtis, une cuisine invraisemblable. Il y a un chocolatier qui est venu d'Alsace. Enfin, aller à Arbois. Arbois, c'est magnifique. Plus facilement, aller aussi donc à l'Institut Pasteur, qui est ouvert régulièrement. Il faut se renseigner d'ailleurs sur les moyens de le visiter. Et dans cette espèce de... Dans le 15e arrondissement, métro Pasteur. Voilà, bien métro sûr. Pasteur, oui, ça ne s'invente pas. Rue du Docteur Roux, et vous pouvez visiter, vous verrez et voir le fameux de Pasteur. mausolée. Alors il faut dire qu'en 1940, au moment où les Allemands entrent dans Paris, en juin 40, ils se retrouvent face à un gardien qui leur interdit l'accès du mausolée. Et ce gardien s'appelle Joseph Meister. C'est quand même extraordinaire. C'est que le petit Meister est devenu le gardien du mausolée. Le gardien, et le gardien qui va se suicider. Alors à l'arrivée des Allemands, alors il y a les 2 versions qui sont pas contradictoires. Il y a l'arrivée des Allemands, donc de désespoir, l'Alsacien. Joseph Meister se suicide, mais en même temps la famille de Joseph Meister était partie pour se réfugier, et il n'avait pas de nouvelles, donc il était dans une tension absolue. Et lors des rendez-vous de l'histoire à Blois, je vois quelqu'un qui s'approche. Récemment. Là, il y a 15 jours. Oui. Tout ça, et il s'approche et il me dit « Je suis Meister. Je suis le petit-fils. » Donc c'est ça qui est formidable, c'est que ça continue. Et ça continue, c'est aussi l'histoire de Pasteur. Parce que, donc, il est là, il voit tous ces gens qui arrivent du monde entier. Ils sont pour se faire soigner. Il sent bien que ses forces l'abandonnent. Alors comme il est connu dans la gloire, il aime la gloire, mais il voit l'efficacité de la gloire. Donc il fait appel aux dons
crowdfunding, comme on dit. Il fait appel aux dons. Ça vient du monde entier. Des plus puissants, comme le tsar, l'empereur du Brésil, comme les plus modestes, qui donnent 2-3 francs, rien. Et on fait en 3 ans l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui... C'est ça, il faut le dire. Aujourd'hui, imaginez, aujourd'hui, l'Institut Pasteur existe depuis 1888. Et regardez, aujourd'hui, on est en 2015. Le 33e Institut Pasteur vient d'ouvrir en Guinée. Pourquoi la Guinée? Parce que c'est au cœur de la terrible épidémie Ebola. Il y en a 33. 5000 chercheurs. Donc c'est ça la vie. C'est la continuité. On explore la vie, la mort frappe, et même, ce que je dis, pendant la mort, les travaux continuent. C'est pour ça que c'est toute cette histoire qui me fascine. La vie, toute la cette mort, dynamique. la vie. Voilà. Et on pourrait continuer comme ça. Continue, il n'y a qu'à voir les chercheurs aujourd'hui. Alors, vous comprenez, Éric Orsena, que certains critiquent beaucoup Pasteur. Un de nos auditeurs, Arnaud notamment, nous parle de la découverte de monsieur de Vergnette de Lamotte, un Beaunois, à propos de ce qu'on appelle la pasteurisation. Il avait, nous dit-il, présenté sa découverte à Pasteur, qui s'en serait attribué la paternité. Alors, moi, je le dis à un moment donné, j'aurais pu le dire plus, c'est vrai. Moi, je voulais raconter cette sorte de légende comme ça, qui est incroyable, mais c'est vrai que Pasteur n'a jamais été le premier, ou rarement le premier. C'est-à-dire, son talent, c'était de réunir toutes les informations à un moment donné, de les synthétiser, de les prouver par des hypothèses qui sont validées, et ensuite de trouver les traitements. Parce que les autres, ils avaient eu les idées, mais ils n'avaient pas la capacité de tout ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que il a tout fait tout seul. Bien sûr que non. Mais toute cette dynamique qui me passionne. Donc, rendons hommage à ceux qui l'ont précédé, bien sûr, de nombreux. Mais même son collaborateur direct, le docteur Roux, était bien plus fort que lui dans le domaine de la rage. Oui, et que Pasteur a piqué quelques techniques du docteur Roux. Donc là, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Mais quel est le bilan ? Éric Orsena de l'Académie française, La vie, la mort, la vie, Louis Pasteur, 1822-1895. C'est édité chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite avec ce beau livre. Nous allons nous retrouver, figurez-vous, Éric Orsena, jeudi soir au Petit Palais pour la remise du Grand Prix Pèlerin du patrimoine, car vous en êtes le président cette année. Écoutez, j'aime bien l'histoire active, car le cœur de l'histoire, c'est notre cœur à nous. Eh oui, et je pense que ce que fait Pèlerin depuis tant d'années pour le patrimoine, religieux, mais pas uniquement d'ailleurs, est très intéressant. Donc mais c'est ce mot de pèlerin que j'aime beaucoup, parce que c'est pèlerin dans notre identité même. Et c'est-à-dire, c'est pas du tout une fermeture. C'était mieux avant, c'est un mot que je déteste. C'est quelles sont les racines qui nous permettent d'avancer. Et d'ailleurs, on retrouve tout ça avec une belle interview de vous par Catherine Lalanne dans le numéro de Pèlerin qui est en kiosque. Merci beaucoup, Éric Orsena.